Les conférences que l'on organise sont dans le cadre de notre 30e anniversaire et pour souligner un petit peu la position où est JAM maintenant en 2022. C'est-à-dire que pendant des années, pendant 30 ans, nous avons travaillé à jumeler des bénévoles avec des enfants, souvent des jumelages qui ont été interculturels, parce que beaucoup de nos bénévoles sont québécois, beaucoup de nos enfants ils sont issus de l'immigration. Et l'idée, c'était de montrer comment il y a tout l'historique des 30 dernières années, mais aujourd'hui, en 2022, quels sont les sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent à JAM à travers tous ces rapprochements interculturels. Dans cette rencontre, nous avons abordé l'école en tant que milieu de vie pour les enfants issus de l'immigration et la réalité vécue par les professionnels qui les y accompagnent. On se questionne qui sont les élèves et les familles issus de l'immigration et plus concrètement, quelles sont les pratiques sur le terrain dans les écoles en milieu pluriethnique qui visent à prendre en compte leurs besoins et à soutenir la réussite éducative. Pour répondre à ces questions, nous avons eu l'honneur d'accueillir deux chercheurs spécialisés sur les enjeux de la diversité en éducation. Jean-Pierre Audette, professeur à la Faculté de sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux de la diversité en éducation et en formation, ainsi que Justine Gosselin-Gagné, chargée de projet universitaire au Centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. C'est 31% des élèves de tout le Québec, primaire, secondaire, préscolaire, primaire, secondaire, public, privé, qui sont issus de l'immigration. Donc, un tiers des élèves. Évidemment, dans certaines régions, le pourcentage est plus grand, mais globalement, dans tout le Québec, 30%. Puis je vous ai mis en 88-89. Oui. Donc, c'était 14%. Donc, c'est en constante augmentation. Après ça, on voit, là, quand j'ai changé la diapo, dans le fond, à certains moments, il y a plus de première génération, mais là, vu que dans les dernières années, eh bien, avec la COVID, il y a moins de nouvelles personnes qui sont arrivées, donc le nombre de première génération a un peu diminué, mais dans le fond, on a presque le double de deuxième génération là-dedans que de première génération. Aussi, à ce moment-là, 16% des élèves étaient allophones, donc qui ont déclaré une langue maternelle autre que le français, anglais ou langue autochtone. Mais, encore une fois, langue maternelle n'égale pas langue d'usage des élèves et de leur famille. Donc, c'est pas parce qu'ils sont allophones qu'ils ne maîtrisent pas le français. Mais donc, ça ne veut pas dire que tous ces élèves-là sont allés dans des classes d'accueil non plus. Dans l'ensemble, pour les élèves issus de l'immigration, ça va bien au Québec. Bon, évidemment, il y a des petits enjeux, mais si on s'intéresse à leur réussite scolaire, donc l'obtention de leur diplôme de secondaire 5, si on regarde ça après 7 ans, parce qu'on peut leur laisser un petit peu de temps, bien, pas juste pour eux, hein, tous les élèves bénéficient si on prend la statistique sur 7 ans, alors que le temps normal, ça serait 5 ans. C'est les élèves de deuxième génération qui ont un taux de diplomation le plus élevé au Québec. Donc, plus que les troisième générations et puis plus que les premières générations. Donc, je vais quand même le dire, je le dis tout le temps, il faut qu'on arrête d'entendre notre commission scolaire, notre centre de service scolaire a des bons résultats de diplomation malgré qu'on a des élèves issus de l'immigration, parce qu'en fait, c'est grâce aux élèves issus de l'immigration. Quand on parle d'immigration, diversité, on parle souvent d'intégration. Puis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'intégrer, être intégré, pas vouloir s'intégrer? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, depuis 1990, au Québec, on a une définition de l'intégration. Je trouve ça important de la dire parce que ça nous permet aussi, quand vous allez avec Justine, on va voir aussi tout le cadre dans lequel les enseignants sont
je ne veux pas dire obligés, sont invités fortement à agir. Donc, ils ont des règles qui viennent du gouvernement pour dire, bien, dans telle situation, tu dois faire telle chose, voici à quoi, qu'est-ce que tu dois enseigner aux enfants. Mais dans le fond, cette action professionnelle-là découle d'une définition de l'intégration du Québec. Politique. Politique, exactement. Donc, un positionnement politique. Donc, la première chose, en fait, les 3 petits points, ça veut toujours dire, dans le fond, c'est une phrase, mais là, je vais y aller par étapes. Première chose, on dit que l'intégration, c'est un processus réciproque. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'intégration, ça ne repose pas seulement sur les épaules de la personne immigrante, ça repose aussi sur la société d'accueil. Après ça, on dit que c'est un processus réciproque à long terme. À long terme, là, ça veut dire qu'on conçoit que le processus d'intégration, c'est sur plus qu'une génération. Quand on garde en tête sur plus qu'une génération, on est capable aussi d'envisager notre rôle, bien, autant vous que nous, disons, que les enseignants, comme un soutien à l'intégration. On n'intègre pas des familles, on les soutient dans leur processus. Donc ça, je trouvais que c'était important. Multidimensionnel, bien, l'intégration, c'est l'intégration professionnelle, c'est l'intégration linguistique, c'est l'intégration sociale. C'est pas juste s'intégrer. Ben oui, il a trouvé un travail, pourquoi il n'est pas content? Oui, mais si tu as un travail, mais que dans ton milieu de travail, tu vis au quotidien des situations de discrimination, bien, ton intégration sociale, elle n'avance pas aussi vite. Hein. Donc, il y a différentes facettes, puis tout doit avancer. On dit aussi au Québec, dans notre définition, distinct de l'assimilation. Ici, c'est entendu que les personnes qui arrivent ont le droit et sont invitées elles-mêmes à se créer une culture composite qui intègre des éléments de la société d'accueil, mais qui aussi garde des éléments de la société d'origine ou de la culture d'origine. Évidemment, dans lequel la maîtrise du français joue un rôle central. On est au Québec, hein, on le sait que ça fait partie de notre définition, mais aussi ce processus-là est achevé seulement lorsque la personne immigrante ou ses descendants participent pleinement à la société d'accueil et ont développé un sentiment d'appartenance à son égard. Donc, c'est pas une histoire de 3 mois, l'intégration. C'est peut-être pas une histoire d'une année scolaire, puis à la fin, on demande aux enfants de tenir des drapeaux du Québec. Il faut garder ça en tête, c'est important pour eux, pour ces personnes-là, puis pour nous aussi, pour se dire que notre rôle, c'est de soutenir. Pour répondre donc aux différents besoins qui sont suscités par la diversité dans les écoles du système scolaire, il y a plusieurs initiatives, on pourrait dire de manière systémique, qui ont été proposées à travers le temps. Donc, par exemple, dans les écoles, depuis 1969, quand même, déjà, il y a des classes d'accueil, des classes de francisation. Il y a certaines écoles aussi qui ont ce qu'on appelle le programme d'enseignement des langues d'origine, donc le PELO, je pense que ça existe depuis 1978 quand même, qui s'appuie notamment sur l'enseignement des langues d'origine des élèves pour pouvoir faire des transferts, notamment vers l'apprentissage du français. Au niveau politique et ministériel, donc la politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle qui a été promulguée depuis 1998 au niveau du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, c'est encore elle qui est effective aujourd'hui. C'est elle qui balise finalement toutes les questions d'adaptation puis de prise en compte de la diversité ethnoculturelle à l'école. Il y a eu l'adaptation du programme aussi, des mesures ministérielles, la mesure 15055 par exemple, qui permet aux centres de services scolaires d'engager des agents pour soutenir les relations école-famille immigrantes. Puis évidemment, au niveau universitaire aussi, il y a différents des cours, notamment ceux que Geneviève donne en formation initiale des maîtres, puis la formation continue aussi. En compte de la diversité ethnoculturelle se fait vraiment à géométrie variable dans les écoles. Puis c'est pas juste à Montréal, c'est partout au Québec. Puis pour différentes raisons, donc notamment au niveau de la formation, il y a une recherche qui a été faite il y a quelques années déjà, mais qui démontre que la formation initiale des maîtres, en ce qui a trait à cette prise en compte de la diversité ethnoculturelle, est très inégale d'une université à l'autre. Donc c'est très variable.
Les formations continuent aussi. Dans nos écoles, on a de plus en plus aussi de personnel qui est non légalement qualifié au niveau des enseignants, notamment en raison de la grande pénurie des enseignants, donc qui n'ont pas nécessairement de formation à ce niveau-là. Les ressources aussi sont manquantes, ça c'est un classique, toutes les ressources. Puis aussi la résistance de certains acteurs scolaires, je vous dirais notamment au niveau de la prise en compte des langues maternelles des élèves dans les écoles, c'est pas toujours gagné. Au lieu de miser sur un système qui est juste méritocratique, donc par exemple de dire qu'un élève qui ne réussit pas, c'est parce qu'il est paresseux, par exemple, quelque chose qu'on entend quand même souvent. Donc l'approche inclusive s'inscrit plutôt dans une posture où est-ce qu'on va considérer que les difficultés que l'élève éprouve ne sont pas seulement sa faute, donc il est dans une situation scolaire qui a été pensée pour lui, mais qui ne lui correspond pas. Donc, c'est l'école qui a plus à s'ajuster aux besoins des élèves et pas le contraire dans cette perspective-là. Donc, le paradigme de l'éducation inclusive aussi a une dimension systémique qui est très importante, c'est-à-dire qu'il faut, pour que ça fonctionne, il faut absolument que ce soit un projet qui demande la participation et l'investissement de tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se font en ce moment dans les écoles, dans les centres de services scolaires, au gouvernement aussi, pour cette prise en compte de la diversité ethnoculturelle. Mais ce que les théoriciens de l'éducation inclusive diraient, c'est que ce n'est pas l'action isolée de différents acteurs qui va nous permettre d'arriver dans un système scolaire qui serait plus inclusif. Donc, pour que ça fonctionne vraiment, il faudrait que tout le monde se mette à travailler en synergie puis en partenariat, autant donc au niveau du ministère, des centres de services scolaires, la communauté, les parents, il faut que tout le monde travaille ensemble vers cet objectif commun qui est la réussite de tous les élèves. Toujours donc, les familles, l'importance évidemment, ça va de soi, mais il faut le répéter, de qualité humaine par rapport à ce que ces familles-là ont vécu ou vivent. Donc, toute l'importance évidemment d'être empathique, sensible à l'écoute, faire attention au jugement. On ne sait jamais ce que les gens vivent dans la maison, donc on ne sait jamais ce qu'ils ont vécu aussi parfaitement, donc de faire attention à ça. De s'informer aussi à différents niveaux, donc comme on l'a dit depuis le début, parcours migratoire, le vécu actuel, puis il y a plusieurs personnes qui me disaient s'informer, mais sans niveler vers le bas, puis de ne pas s'informer pour s'informer aussi, donc ça veut dire de ne pas être intrusif, parce qu'on dit beaucoup aux gens dans les écoles, il faut savoir, il faut connaître le parcours de l'élève, il faut savoir d'où il vient. Mais ce qu'on ne sait pas des fois, c'est que ça fait à peu près 15 fois que la famille raconte son parcours, puis à un moment donné, les gens en ont assez aussi. Donc, c'est à nous, comme système scolaire aussi, d'avoir des canaux de communication qui font en sorte qu'on ne fait pas répéter la même histoire atroce, des fois, là, 15 fois. Et puis, il y a des gens aussi qui n'ont pas envie de se raconter, puis ils ont le droit. Pour l'instant, j'ai mis s'informer sans déranger. Donc, l'idée, c'est de poser des questions. On en a parlé, là, il y avait tout le temps quelque chose autour de ça. Oui, avoir des informations, mais en même temps, pas en tordant le bras en même temps. S'intéresser sans enfermer. Donc, s'intéresser, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais moi, j'aime ça quand il me parle de sa culture, j'aime ça de ci, j'aime ça de ça. » Mais en même temps, l'effet pervers, c'est que plus on en sait sur une culture ou une personne, bien, on a tendance à généraliser les connaissances qu'on a sur cette personne-là à l'ensemble des autres représentants de cette communauté-là. Donc ça, c'est aussi comme, encore une fois, j'aime pas dire que c'est une tension, j'aime mieux dire que c'est des choses qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai dit agencement. C'est des choses qu'on doit apprendre à faire ensemble. On n'est pas comme, là, je fais juste m'intéresser, ah non, mais là, je suis en train de... Donc, j'aime les deux en même temps. Puis finalement, mais celui-là, je l'ai volé à Françoise Armand, mais je trouve que ça marche aussi, proposer sans imposer. Donc, tu sais, proposer, tu sais, essayer les relations, mais sans tout imposer. Donc, tu sais, des fois, on pense bien faire, on a en tête qu'on a une solution ou qu'on peut aider. Puis, dans le fond, on essaie de l'imposer. On comprend donc bien pas pourquoi ils veulent pas faire ce qu'on leur propose. Donc ça, c'est les choses que j'aurais envie, si ça vous tente de discuter. Puis,
pour que les élèves se sentent accueillis. C'est sûr que ce n'est pas les directions qui sont directement dans les classes. Par contre, c'est quand même les directions, donc comme je disais aussi, qui ont une influence sur le climat, donc ce qui va faire en sorte aussi peut-être que des fois, les enseignants vont se sentir légitimes de faire certaines choses pour soutenir cet accueil-là. Donc, mais c'est sûr que dans les pratiques concrètes, comme je disais, d'accueillir de façon formelle l'élève quand il arrive à l'école, je pense que ça, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, avec la famille aussi, quand il vient s'inscrire, donc juste de lui faire visiter les lieux de l'école, parce que lui, il n'a pas été là au début de l'année quand on lui fait visiter l'école. Donc, de dire qu'on va lui faire visiter l'école, qu'on va lui présenter certains membres du personnel pour qu'il se sente plus à l'aise quand il va revenir, de savoir elle est où sa classe. Je pense aussi que les enfants aussi sentent beaucoup que leurs parents sont les bienvenus ou ne sont pas les bienvenus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi par rapport à ça que les directions peuvent mettre en place. Quand on pense aux élèves issus de l'immigration puis aux familles, à leurs familles, dans leur rapport avec l'école, je pense que ce qui est important de statuer d'emblée, c'est qu'il y a beaucoup de méconnaissances de part et d'autre. Donc, en fait, souvent, les personnes du système scolaire ne sont pas nécessairement au courant des réalités, des expériences, des parcours des familles, mais autant les familles ont souvent une méconnaissance aussi, autant du système scolaire que des attentes que ce système-là a envers eux. Certains parents ont, je dirais, la chance d'avoir été parents d'élèves dans d'autres contextes, mais d'autres non. Donc, toute leur façon de devenir un parent d'élève dans un contexte qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils maîtrisent peu peut engendrer beaucoup de défis, notamment au plan de leur sentiment de compétence, puis aussi, je dirais, leur sentiment de légitimité. Les écoles, de leur côté, bien, justement, ne sont pas nécessairement au courant, voient beaucoup, identifient souvent des problèmes de communication, en fait, notamment liés à la non-maîtrise de la langue par certaines familles. Mais la recherche démontre aussi que que des familles qui ont un fort capital culturel sont très capables d'être en contact avec l'école, même s'ils ne maîtrisent pas la langue, sont très capables aussi de trouver des stratégies pour le faire. Puis une des stratégies pour le faire, c'est de passer par des organismes communautaires. Donc, ils sont capables de faire le lien. Mais je dirais que la légitimité des organismes communautaires aussi est souvent à construire auprès des milieux scolaires. À JAM, nous travaillons pour favoriser la réussite éducative des enfants de 0 à 12 ans. Et nous le faisons en utilisant comme support la lecture. Nous avons différents programmes avec la lecture et c'est toujours au cœur de nos préoccupations la place des enjeux de la diversité et de l'inclusion.